Bonsoir, 7e émission de ce spécial présidentiel 2012. Ce soir, nous retrouvons Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne et porte-parole de la candidate Eva Joly pour Europe Écologie Les Verts. On l'écoute. Jean-Vincent Placé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous expliquer, nous parler de la campagne et du programme des Verts. Comment est-ce que vous expliquez d'abord les débuts difficiles de cette campagne? Peut-être à cause de la primaire qui remonte à plusieurs mois, mais qui peut-être a influé? Ou est-ce que vous pensez qu'Eva Joly n'est pas à l'origine comprise comme quelqu'un d'écologique, mais comme un juge très sérieux, mais qui défend plutôt la veuve et l'orphelin que l'écologie? Écoutez, Madame Cotta, au-delà d'éléments un peu circonstanciels ou tactiques, comme vous pouvez l'indiquer, ou de communication, je crois que déjà dans cette élection, il y a plusieurs phénomènes liés à l'aspect déjà même de l'élection. Il s'avère que nous, les écologistes, nous ne sommes pas favorables à l'élection présidentielle au scrutin direct. Alors évidemment, quand on dit ça, on ne passe pas pour un grand démocrate, on dit ah bon, mais c'est l'élection la plus démocratique. Moi, je le dis toujours, c'est pas parce qu'il y a un vote que c'est ultra démocratique. Ça dépend comment on vote et pourquoi. Vous vous souvenez qu'en 62, quand le général de Gaulle a institué par référendum cette élection au suffrage universel, eh bien à l'époque les Républicains avaient dit c'est une forfaiture, c'était M. Monerville qui avait dit ça. On ne peut plus revenir dessus. Non, mais quand même, c'est-à-dire qu'à cette élection, on le voit bien. On ne débat pas des grands problèmes, ni des questions internationales, ni des questions européennes, ni des grandes questions, notamment écologiques, et j'y reviendrai. Et on est dans une course à l'échalote, aux mots d'ordre simplistes, aux slogans, à quelques propositions démagogues et populistes qui traînent par là. Et on voit bien que le succès, y compris de Jean-Luc Mélenchon, a ses expédients, si j'ose dire, et ses éléments dans la recette de fabrication. Donc il y a ce premier élément-là, lié à la nature même du scrutin. Deuxième élément, la question du vote utile. Et c'est vrai que ce vote utile, ça va peut-être plus sur nous que sur d'autres formations de gauche, parce qu'effectivement, nous-mêmes, nous avons tout à la fois une vision globale des sujets. Je pense au dérèglement climatique, à la biodiversité, à la faune, la flore, la protection de la nature et de l'environnement, et aussi une vision que nous avons voulu réformiste, radicale certes, mais réformiste avec des propositions précises, sérieuses et argumentées. Et cette élection, à cet égard, tout à la fois avec le vote utile et tout à la fois avec les débats de projet, eh bien, nous la subissons incontestablement. Et c'est vrai que nous avons une campagne difficile, je vous le concède bien volontiers. Je me demandais au fond si ça n'était pas parce que l'ensemble des partis avaient adopté les thèmes élémentaires, certes, de l'écologie, que du coup, votre place n'était plus évidente. C'est plutôt gentil de votre part de dire ça. Le problème, c'est que j'ai plutôt au contraire l'impression que personne n'en parle. Moi, j'ai plutôt l'impression que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, après avoir lancé le Grenelle, que moi j'avais salué à l'époque avec Jean-Louis Borloo, a tiré la révérence, si j'ose dire, par rapport à l'écologie après l'échec des régionales, en disant lui-même, bon, l'écologie, ça commence à bien faire. François Hollande, moi j'ai de l'estime et du respect pour lui, il fait une bonne campagne, j'espère qu'il sera élu le 6 mai prochain. Néanmoins, comme je le dis régulièrement, il n'est même pas anti-écolo, il est plutôt a-écolo. C'est-à-dire que sa formation personnelle l'amène à un productivisme social-démocrate plutôt classique, efficace. Et d'ailleurs, je le dis clairement, je souhaite qu'il soit élu, donc je n'ai pas de problème d'excessive critique à son égard, mais il n'y a pas beaucoup de vision écologique dans son projet personnel qu'il porte à cette présidentielle. Et très sincèrement, aussi bien Madame Le Pen que Monsieur Bayrou et Jean-Luc Mélenchon aussi, non. Donc pour le coup, vous voyez, je n'essaie même pas de trouver cette excuse-là pour le fait qu'on ait une audience compliquée. Ou alors, question inverse, est-ce que ça n'est pas parce que vous êtes devenu un parti et pas un mouvement d'opinion que vous avez cru nécessaire dans votre programme d'aborder tous les points et pas seulement l'écologie? Ah, ça c'est un argument que je développe assez régulièrement, y compris auprès de certains de mes propres amis. Je pense que cette élection-là, on a peut-être effectivement du programme voulu tout couvrir et nous ne sommes pas encore attendus là-dessus. Autant un élu local à l'environnement, par exemple à la mairie de Paris, paraît crédible, paraît utile aux Françaises et aux Français, autant dans les régions, nous commençons à nous installer dans des postes exécutifs importants, les transports, le développement économique, d'autres sujets.
y compris au niveau de l'Europe. On sent bien que le groupe Vert au Parlement européen a une audience avec les thèmes européens, fédéralistes, d'intégration fiscale, de gouvernement économique européen. Tout cela, ça porte, et c'est vrai, et je le concède bien volontiers, que tout à la fois au niveau de notre côté généraliste, à couvrir économique, sociétal, un peu tous les sujets, et au niveau de la crédibilité sur les politiques nationales, moi je le sens, je le dis très sincèrement, je sens bien que là nous avons encore du travail à faire pour franchir un seuil et passer un cap par rapport à cette crédibilité perçue par les Françaises et les Français. Je me demandais si le mouvement écologiste, vous venez de citer l'Europe, mais je me demande si le mouvement écologiste ne s'implante pas davantage et plus naturellement dans les municipalités, dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux, qu'au stade de l'élection à la présidence de la République, vous le disiez tout à l'heure, contre lequel vous étiez, mais qui est aussi Oui. le vote suprême. Oui. On a un problème de crédibilité, je viens de le dire. Et puis par ailleurs, c'est vrai que nos réponses institutionnelles, elles sont du régime parlementaire. Elles sont, par exemple, aux législatives, je pense que nous serons susceptibles de faire des meilleurs résultats, même si évidemment la messe, comme on dit, n'est pas dite, car nous sommes encore à 12 jours du scrutin. Ouais. Eh bien, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez conclu un accord législatif avec les socialistes. Oui, mais je pense que cet accord, ce n'est pas un inconvénient. Au contraire, il nous pose dans la perspective des 5 prochaines années. Et justement, nous n'avons pas voulu être que dans la présidentielle, parce que la présidentielle, moi je me permets de le dire tranquillement, ce n'est pas aussi qu'une photographie des opinions. C'est comment, en 2 tours, désigner, élire un président de la République. Alors qu'aux élections législatives, il faudra en 2 tours trouver une majorité parlementaire à ce président. Donc vous savez, sur ces 4 élections, comme je le dis souvent, et je ne passe pas le 22 avril prochain, mais je dis qu'il faudra faire le bilan sur les 4 tours, si j'ose dire. Quand j'ai relu votre programme, j'y trouve le recrutement supplémentaire de professeurs, la réduction du temps de travail, la taxe naturellement sur les profits bancaires, l'instauration de la proportionnelle. Au fond, qu'est-ce qui vous sépare du Parti socialiste en dehors du nucléaire? C'est la question globale du productivisme. C'est-à-dire que quelque part, et c'est la social-démocratie qui dit cela, c'est les socialistes, c'est il nous faut produire, il nous faut la croissance, il nous faut le développement, et on va mieux répartir les fruits de la croissance, avoir plus de justice et plus de solidarité. Nous, nous interpellons sur le modèle même de la croissance, parce que depuis les années 70, depuis notamment la crise du pétrole, nous posons la question de la finitude de la planète, la question aussi de la rareté des ressources naturelles. Et nous disons, nous anticipons. Donc évidemment, ça ne fait pas plaisir à grand monde parce que tout le monde veut conduire, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde veut consommer. Voilà, la montée de l'individualisme et du consumérisme, évidemment, ne correspond pas tout à fait à ce que nous disons sur la solidarité, le collectif et justement la sobriété dans la consommation. Et donc l'autre mode de développement que nous proposons, c'est justement de faire attention à cette rareté des ressources naturelles, à faire attention à nos bois, à nos forêts, à notre eau, à la pollution. Et tous ces thèmes-là, en période de crise économique massive, avec l'échec absolu de Sarkozy sur les questions de l'emploi et notamment de l'emploi industriel un peu classique, eh bien c'est vrai qu'on a des difficultés à nous faire entendre. Mais cette question-là du productivisme, Madame Cotta, elle se posera à l'ensemble de la planète de façon très très rapide. Et ça, on ne l'anticipe pas. Justement, on vous attendait au fond là. Et lorsque Nicolas Hulot, qui a été interrogé sur France 2 il y a quelques jours, disait sa colère à l'idée que les grands conflits, les grands problèmes de l'écologie ne sont pas portés devant le public, est-ce que ce n'est pas quand même une attaque de votre campagne ? Bon, je ne parle pas de Nicolas particulièrement, mais c'est vrai que dans notre campagne, nous en parlons. Mais je le dis aussi, c'est qu'on a voulu caricaturer notre campagne en disant « Ah, il s'occupe du 14 juillet, il s'occupe de l'Aïd, il s'occupe du mariage homosexuel ». Bon, on porte ces messages-là, bien sûr, mais le cœur même de notre campagne sur la conversion écologique de l'économie, sur des emplois dans l'énergie renouvelable plutôt que dans le nucléaire, dans le transport collectif plutôt que dans la voiture, dans tous les thèmes de la rénovation des bâtiments et de tous ces sujets-là. Je le dis aussi, Mme Cotta, on est peu audible là-dessus parce que, y compris les grands médias qui sont derrière toutes ces grandes entreprises de factures classiques et productivistes, elles ne sont pas tellement intéressées au changement. Et voilà, et sans que je dise qu'il y a des mains visibles des 200 familles, néanmoins, ces grands groupes, avec leurs grands moyens de communication et leurs relais dans la télévision, dans les médias, eh bien, vous savez, il ne faut pas beaucoup de cadeaux. Hein. Mais tout de même, je ne suis pas sûre que ça suffise à tout à fait, expliquer. Moi je n'incrimine pas, j'explique et notamment, les éléments. Sur le nucléaire, vous êtes délibérément contre le nucléaire. Oui.
Mais comment est-ce que vous ne prévoyez pas, je sais pas, une clause de sortie, ou comme l'a dit François Hollande, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 40 ans? Comment peut-on vous croire si vous dites la suppression totale de tout le nucléaire? L'électricité coûte trop cher, on n'a pas de moyens de substitution, pas tout de suite. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs. Enfin, c'est marrant parce qu'on se fait décrire des deux côtés. Il y en a qui disent, ah bah, les écologistes très radicaux, qui nous disent, ah bah oui, vous avez fait l'accord avec le Parti Socialiste sur le 50-50, vous avez travaillé, etc. Et il y en a d'autres, pas vous particulièrement, qui disent, ah mais c'est pas sérieux, on n'y arrivera pas, il faut rester dans le tout nucléaire. C'est pour ça que nous avons opté, dans une perspective pour le coup réaliste et pragmatique, avec François Hollande, avec Martine Aubry, sur le 50-50 en 2025. Parce que moi, je suis d'ailleurs le premier à dire, y compris à mes propres amis, moi je suis pour sortir du nucléaire, parce qu'il faut absolument faire disparaître ce risque énorme pour la planète. Les Japonais, ils avaient 52 réacteurs, ils marchent à 8,2 maintenant, au bout d'un an. Hein, voilà, quand ça fait des dizaines de milliers de morts, on s'arrête tout de suite. Donc, vous voyez, donc moi je ne le souhaite pas en France. Et on intéresse les Françaises et les Français à la question de la dangerosité et de la question de la sortie. Après, moi, je suis un pragmatique, je vois ce qui est fait depuis 30 ans. La France a 74% de sa production d'électricité qui vient du nucléaire, c'est le taux le plus important. Le Japon, c'est 50%, l'Allemagne, c'est 22%. Vous êtes très raisonnable, quoi. Non, je suis pour démontrer que, par exemple, tout ce qui est dit sur les énergies renouvelables, il faut qu'on démontre que c'est faux, mais par la pratique. On ne peut pas être dans l'incantation. Moi, je vais démontrer, je l'espère avec mes amis dans les années qui viennent, que les énergies renouvelables, ça crée déjà beaucoup plus d'emplois à euros d'investissement équivalent. Hein. Allemagne, 380 000 emplois. Toute la filière nucléaire, là, c'est 370 000 emplois en France. Deux, la question du prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un peu plus cher l'énergie renouvelable, mais le coût du nucléaire, notamment par rapport à la sûreté, augmente énormément. Et il y a la question de l'intermittence. C'est vrai qu'on ne peut pas tout stocker, donc ça fait que on dit les énergies renouvelables, notamment photovoltaïques et éoliennes, c'est intermittent. Donc tout ça pour faire en sorte que justement nous ne soyons pas les écologistes du retour à la bougie, eh bien, perspective de sortie, démonstration que les énergies renouvelables ça marche, que ça crée des emplois et que cela permettra de mieux vivre demain, sans risque. Est-ce que vous êtes assez convaincant? Est-ce que vous portez j'espère que vous êtes assez convaincu, là, le vous êtes débat? convaincu, Non, Anne mais Botta. justement, là, nous sommes face à face. Mais Ouais. est-ce que vous avez l'impression que les Français comprennent bien Pas encore. qu'on ne leur pas demande encore. pas de renoncer immédiatement à leur réfrigérateur, Non, mais qu'ils ont le temps? personne ne veut leur faire enlever le réfrigérateur. Ouais, qu'ils ont En le plus, temps je vais avant même vous qu'on dire, leur moi, supprime. je suis pour une tarification sociale. C'est-à-dire que tout ce qui est immédiat pour les revenus les plus faibles, tout ce dont on a besoin au quotidien et qui n'est pas évidemment du superflu, eh bien tout cela, ça doit coûter moins cher. Donc je suis même pour qu'on baisse le prix de l'électricité pour les ménages modestes. Donc vous voyez que tout à la fois on veut créer des emplois, tout à la fois on veut faire attention aux plus modestes et que ce n'est pas du tout l'écologie de secte qu'on essaye de nous raconter avec Sarkozy qui va à Fessenheim et être dans la démagogie la plus absolue. Mais enfin bon, ça le regarde. Autre danger, le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous l'abordez dans cette campagne? Ça, c'est un sujet très complexe parce qu'évidemment, expliquer que les émissions de gaz à effet de serre qui procèdent essentiellement des voitures, du bâtiment ou de l'élevage, eh bien, surtout dans une perspective franco-française, c'est très compliqué à expliquer. Donc, comme en plus, aussi bien à Copenhague qu'à Durban, c'est plutôt des avancées, mais qui sont perçues par pas grand monde en France, qu'au niveau européen, il y a des avancées aussi sur la lutte globale pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est vrai que, bon, voilà, le million de chômeurs est là, tout est polarisé pour aller à Le Jabi, pour aller à Petroplus, pour dire d'ailleurs de façon, pour le coup, démagogique et d'ailleurs mensongère, qu'on va régler tous les problèmes d'un claquement de doigts en appelant Monsieur Arnaud je ne sais quoi. On a une difficulté, pour le coup, d'une part pédagogique et puis de priorisation. Et moi, je vous le dis, je le comprends dans cette élection que ça soit très difficile. Élection simpliste, des problèmes du quotidien, difficulté d'appréhender le long terme et les solutions durables, et puis un petit côté culte du chef où chacun se pointe en costume cravate d'ailleurs, dire moi je vais régler les problèmes demain tout seul. Dans une France de 60 millions de personnes, dans un monde de 7 milliards, et évidemment le chef de l'État français va tout résoudre. Enfin, tout ça, voilà. C'est vous qui citez le monde de 7 milliards, mais on a l'impression que tous ces problèmes écologiques, tous les problèmes du climat, de l'eau, sont des problèmes mondiaux. Bien Donc sûr. est-ce que ça n'est pas particulièrement difficile pour vous de porter auprès des Français un langage qui est davantage universel, qui serait davantage Exactement. celui de l'ONU Oui, c'est une difficulté que nous avons parce que, par exemple, nous sommes les promoteurs d'une future organisation mondiale de l'environnement. On constate que l'Europe s'est faite de façon
jusque-là très libérale, libre-échange, et la seule organisation qui existe vraiment au niveau mondial, ce n'est pas innocent d'ailleurs, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et toutes les normes sociales, toutes les normes environnementales qu'on veut mettre en place, c'est très difficile. On le voit donc, je l'ai dit, avec l'échec de Copenhague et des différentes conférences internationales. Il y a le Rio+20 qui arrive, qui sera d'ailleurs un des premiers enjeux du président de la République future. Et c'est vrai que c'est très difficile, surtout que quand on voit par exemple le président de la République qui dit ah ben moi si je suis réélu je vais arrêter Schengen, je vais faire l'acheter français, bon, il dit européen, il dit l'acheter européen, mais enfin on sent bien que tout ça n'est pas sérieux. Ça, Buy European oui, Act. et si dès qu'on croise un Allemand, un Finlandais, un Norvégien ou un Espagnol, les gens sont atterrés. Quand on va à Bruxelles, les gens sont atterrés du niveau de notre campagne. Sauf qu'évidemment, la polarisation autour des thèmes franco-français, je vous dis, un peu populiste et simpliste, bon, elle est où la pédagogie? Je vois même, pas d'ailleurs seulement des gens de Bruxelles, mais même des chefs d'entreprise qui sont stupéfaits du niveau de la campagne par rapport aux enjeux de développement économique, industriel, commerciaux. On a effectivement l'impression que par rapport à il y a quelques années, le péril dénoncé par les écologistes s'est éloigné, alors que tout porte à croire qu'évidemment ils se rapprochent. Il y a toujours un exemple que je donne qui est très simple et qui fait pédagogie, c'est qu'en 1800, donc sous le premier consul, il y avait 1 milliard de personnes en gros sur cette planète. 130 ans plus tard, 1930, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, 2 milliards. C'est-à-dire qu'on fait 1 milliard supplémentaire en 130 ans. On est à 7 milliards, bientôt à 10 milliards. Donc sans être très polytechnicien, on peut comprendre avec la planète là, vous nous en mettez plein, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut faire attention à ce que le bois soit renouvelable, que la flotte ne soit pas salopée. Qu'il y a assez à manger pour tout le monde. Exactement. Et ça, vous êtes... Et sans qu'on fasse de l'intensif avec des pesticides dégueulasses et que tout le monde soit malade après. Est-ce qu'on peut donner à manger à tout le monde sans passer par les OGM, par la productivité intensive? C'est la question que je vous pose aussi. Mais ça, alors là, pour le coup, je me demande même si ça ne va pas faire perdre des voix. Mais je vous pose la question, c'est est-ce que vous trouvez ça bien qu'il y ait des gens qui aient 3 maisons, 3 voitures, qui font des vacances systématiquement à l'autre bout du monde, qui mangent des productions qui viennent aussi d'Australie, etc. Enfin, tout ça tous les jours, ça n'a pas beaucoup de sens. On pourrait avoir une vie très harmonieuse, tranquille, apaisée, beaucoup plus tournée vers la réflexion, le savoir. Ça, c'est la liberté, oui, tout de même. Oui, bien sûr, je n'ai pas l'intention de régenter les modes de vie, c'est pour ça que je vous disais ça. Mais quelque part, nous sommes porteurs d'un modèle de société qui n'est pas très majoritaire aujourd'hui, sur lesquels on veut faire réfléchir les citoyens, y compris du monde, parce que justement, il y a ce problème de la finitude de la planète. On ne va pas toujours aller demain sur Mars faire le supplément des personnes qui iront vivre mieux. En une seconde, dans cette dernière ligne droite, changement de stratégie ou pas? Vous avez 30 secondes. Concentration sur les thèmes globaux de l'écologie, un moyen d'action, l'Europe, et puis aussi de l'éthique, une république exemplaire, parce qu'il faut vraiment changer l'image de la politique. Merci Jean-Vincent Placé. Merci à vous, Mme Cotta. C'était Jean-Vincent Placé pour Eva Joly, candidate Europe Écologie Les Verts. À demain, 20h05 sur IDF1.